Je sais pas ce que c'est la première chose à laquelle vous pensez le matin, mais moi, en me réveillant, je me suis demandé comment Blanche-Neige avait été distribuée en Allemagne nazie. Est-ce que vous connaissez Disney? C'est pas une vraie question. Je crois qu'en 2020, plus personne ne peut spécialement esquiver les productions Disney. Et je vous apprends rien non plus si je vous dis que ça n'a pas toujours été le géant de l'industrie que c'est aujourd'hui. Si on se penche un peu sur l'histoire des dessins animés Disney, on s'aperçoit que les années 30, c'était une période ultra risquée. C'était la sortie de Blanche-Neige, premier long métrage de Disney après une quinzaine d'années de programme court, et c'était un risque financier super chaud. Surtout que les années 30, c'était la Grande Dépression. Une crise économique qui a fait exploser le chômage aux États-Unis et aussi baisser la fréquentation des salles de cinéma. Non, à ce moment-là, pour Disney, un des objectifs clés de la survie économique de l'entreprise, c'était les marchés étrangers, notamment européens, et entre autres allemands. Du côté de l'Allemagne, en janvier 1933, c'était la prise de pouvoir d'Hitler. Et contexte ou pas, Disney pouvait décemment pas ignorer un marché potentiel d'une centaine de millions de personnes qui parlaient allemand. Politique mise à part, il y a cette anecdote très connue à propos d'Hitler qui dit qu'il adorait les productions Disney. Et c'est vrai, on a retrouvé des mémos dans le journal de Goebbels attestant qu'Hitler avait été fou de joie de recevoir des films Mickey pour Noël 1937. Goebbels lui-même adorait les dessins animés Disney en fait. Il y a une anecdote beaucoup moins connue qui veut qu'apparemment, au Alteroy Disney se serait rendu en personne en Europe en 1935 pour présenter Mickey un petit peu partout, et qu'ils auraient été reçus en Allemagne par certaines personnes très haut placées du gouvernement, possiblement Goebbels ou Hitler lui-même. En 1937, beaucoup de personnes à l'international avaient encore des doutes sur Hitler. Et comme vous pouvez l'imaginer, la presse allemande s'est bien évidemment intéressée tout particulièrement au film Blanche-Neige, après sa première à Hollywood en décembre de cette année-là. Hitler lui-même avait fait parvenir une copie du film dès février 38 pour son cinéma perso. Et c'était pas juste comme acheter une cassette ou un DVD, hein. La télé à l'époque c'était un concept très vague. Le mec avait carrément fait venir une copie du long métrage, mais genre la bobine quoi. Et puis vous savez comment c'était un totalitarisme, hein. Ni une ni deux, l'ordre a été donné par Goebbels lui-même d'acquérir les droits et de distribuer le film sur le territoire allemand. Et là, c'est le début de la galère. Deux sociétés ont tenté l'affaire. La première, la UFA, à l'époque une société de production de distribution super importante, qui par parenthèse ouvrira une filiale en France un tout petit peu plus tard, la Continentale, et la deuxième, la Bayerische, qu'on appellera la Bavaria, parce qu'elle a très vite été acquise en 1938 par la Bavaria, une autre société. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour obtenir les droits de distribution du film, il y avait plusieurs moyens. On pourrait penser qu'une discussion avec Disney suffirait, mais c'était plus compliqué que ça. Vous voyez, Disney Productions avait déjà, à ce moment-là, exporté des courts-métrages en Allemagne, en 1933 plus spécifiquement, qui avaient déjà été distribués par la UFA au passage, au lendemain de la Grande Dépression. Sans intermédiaire parce que, fallait bien manger, hein, on n'avait pas le temps. Mais de l'autre côté, Disney avait en principe déjà un intermédiaire chargé de la distribution en Europe, la RKO. Rien à voir avec Randy Orton, hein, RKO ça veut dire Radio Key Orpheum, et c'était une société indépendante de production et de distribution. Du coup, là vous vous dites peut-être, super, on va appeler la RKO et on va voir ce qu'on peut faire. Et ça aurait été bien. Malheureusement, la branche allemande de la RKO avait fermé en 1935, faute de profit. Ouais, c'est dommage. Le plan de la Bavaria à ce moment-là, ça aura été de contacter un autre sous-traitant, qui lui-même délèguera une partie du travail encore à une autre société, Decca Film, pour la simple et bonne raison que Decca avait des liens directement avec RKO New York. Ça permettait de couper court à pas mal de formalités. Mais de l'autre côté, la UFA avait entamé des négociations en simultané avec, la branche parisienne de RKO, qui était plus ou moins le centre névralgique de toute la partie Europe, mais qui était surtout juste à côté, parce qu'après tout, pourquoi pas? Et c'est là qu'a débuté un genre de guerre interminable de négociations et de coups de pute entre deux sociétés qui n'auraient sans doute jamais dû être mises en concurrence, par un gouvernement qui aurait sans doute jamais dû s'impliquer là-dedans. En tout cas, pas de cette manière-là. Je veux dire, on avait d'un côté un espèce de géant tentaculaire inarrêtable, et de l'autre une entreprise qui était techniquement nouvelle, mais surtout composée d'un conglomérat plus large que ça. Et si ça, c'était déjà pas assez, imaginez que la UFA et la Bavaria pouvaient s'amuser à envoyer des lettres à Goebbels, ou plutôt à son délégué, Max Winkler, le fameux Reichsbeauftragter, pour s'amuser à faire jouer la montre. Et le pire dans tout ça, c'est que pour Disney et RKO, c'était totalement bénef. Ils pouvaient littéralement faire jouer la concurrence complètement gratuitement. Non mais ils sont plus gros que nous, et en plus ils sont en train de tricher là. C'était plus ou moins le contenu de la lettre envoyée par la Bavaria au gouvernement allemand le 26 avril 1938. Lettre dans laquelle au passage, la Bavaria suggérait plus ou moins que des membres du gouvernement avaient carrément des intérêts dans la société. Alors oui, ça ressemble effectivement au discours puéril d'un enfant forcé à prendre un intermédiaire pour négocier la distribution de Blanche-Neige en Allemagne nazie. Tout le monde est allé en CM1. Mais puéril, ça l'était jamais autant qu'une autre demande de la Bavaria en juin 38.
Schmidt, qui galérait vraiment trop avec ses intermédiaires, et qui a carrément fini par demander au Reichsbeauftragter de forcer le retrait de la UFA, en prétextant grosso modo que c'est vrai qu'être plus ou moins en concurrence avec soi-même, c'est quand même sacrément con, et que de toute façon, en comparant, ils avaient obtenu un prix vachement meilleur que la UFA. Dans l'immédiat, aucune de ces deux affirmations n'était fausse, mais attendez, il y a un autre truc que je vous ai pas dit. Une des spécificités de cette transaction, c'était la monnaie. D'un côté, le dollar américain, déjà bien établi, et de l'autre, le Reichsmark, une monnaie allemande, introduite en 1924 à cause de l'hyperinflation de 22 et 23. Monnaie devant laquelle on parlera pas encore de réticence sur les marchés étrangers à ce moment-là, mais quand même. Si je vous dis ça maintenant, c'est parce que je tiens à vous rappeler que le gouvernement allemand était directement impliqué dans cette histoire. Et que oui, mesdames et messieurs, le plan de distribution de Blanche-Neige chez la Bavaria impliquait effectivement de faire pression directement chez Goebbels pour faire cracher 1 million de Reichsmark au ministère allemand des Finances. Mais juré TKT, c'est un investissement, et nos taux sont quand même vachement meilleurs que ceux de la UFA. Ouais, 30 balles pour Mulan sur Disney+, c'est chaud, mais je crois que faire pression sur les finances publiques d'un état dictatorial pour Blanche-Neige, c'est pire. Putain! Et c'était ça qui était brillant dans la stratégie de la Bavaria. Non seulement il faisait croire à qui voulait bien l'entendre que les négociations se passaient mieux que du côté de la UFA, mais en plus, le garant c'était carrément le gouvernement. Et puis dans le fond, 1 million de Reichsmark, c'était quoi? Un an de budget d'un studio allemand moyen? Non mais c'est n'importe quoi, en plus vous connaissez même pas nos conditions, répondra plus ou moins la UFA dans une lettre adressée au gouvernement. Une UFA catastrophée, au demeurant, mais qui était pas prête à prendre la grande claquasse épistolaire que la Bavaria s'apprêtait à lui envoyer directement, sans passer par le gouvernement, le 10 juin 1938. Je suis au regret de vous dire qu'on n'a pas prévu d'arrêter. Buvez de l'eau, on vous a bien niqué. Alors ce serait super sympa d'arrêter les négociations, on a déjà gagné, vous feriez que nous gêner. Et comme on le dit en Allemagne, BTDRC. PS, ce serait super sympa de pouvoir diffuser le film dans vos salles quand même. À ce stade de la transaction pourtant, la UFA démordait toujours pas. Peu importe les menaces et la bagarre, à travers le feu et les flammes, les deux sociétés avaient finalement obtenu des prix assez similaires. Et tout ce qui comptait maintenant, c'était qui aurait le meilleur taux de change du Reichsmark au dollar américain. Et ça, heureusement ou malheureusement, c'était quand même vachement mieux amorcé du côté UFA, paradoxalement. Alors, je suppose que tout le monde est allé au collège. Mais, à ce stade de l'histoire, en juin 38, on était vraiment pas loin de l'explosion de la guerre. En mars de cette année-là, les nazis avaient déjà annexé l'Autriche, et on n'était jamais qu'à 3 gros mois de l'annexion des Sudètes. Et l'Europe des années 30 était aussi le théâtre de la montée du fascisme un petit peu partout, notamment en Italie. Et si on revient à Blanche-Neige, à ce moment-là, le film est déjà plus ou moins sorti partout ailleurs en Europe. Il a même été récompensé par le parti fasciste italien de Mussolini. La presse allemande qui a l'occasion de finalement voir le film dans les pays voisins est assez mitigée par rapport au film, certains le qualifiant de déception, relativement indigne des frères Grimm. Mais partout ailleurs, c'était déjà un succès populaire. Et ça, Disney s'en servira pour faire monter les prix avant la fin de la transaction. De son côté, la Bavaria aura beau faire des pieds et des mains à base de grands plans débilement alambiqués, c'est finalement Goebbels lui-même qui sera obligé d'intervenir et de leur demander d'arrêter. Le seul truc dommage, c'est que ça arrive en décembre 1938. Beaucoup trop tard. Parce que début 1939 à Hollywood, c'était la montée du mouvement anti-nazi. Concrètement, ça a engendré une vague de boycott du marché allemand chez les distributeurs hollywoodiens. Le résultat des courses, c'est que l'Allemagne a eu vent de Blanche-Neige. L'Allemagne a connu la musique de Blanche-Neige. Mais l'Allemagne n'a jamais eu le film Blanche-Neige. En tout cas, techniquement pas avant 1948. Et je suppose que vous devinez déjà pourquoi. La montée de l'antinazisme a engendré des films dénonçant le système, dénonçant Hitler, et ça, ça a effectivement entraîné un arrêt presque total de la sortie des productions américaines sur le territoire allemand. Un des seuls Allemands ayant eu la chance de voir autant n'emporte le vent cette année-là, c'était Hitler lui-même, qui l'avait acheté, quoi. Comme Blanche-Neige. Et cette histoire, elle s'est techniquement pas arrêtée là. Il y a encore eu quelques vaguelettes qui veulent qu'apparemment, dans un dernier espoir, certaines sources auraient tenté de faire passer Walt Disney lui-même pour un Allemand immigré aux États-Unis. Il y en a même qui ont tenté de trouver des messages cachés antisémites dans les films Disney. Ouais, c'est capillotracté. Enfin, Blanche-Neige, c'était bien, donc je suis content qu'ils aient pu l'avoir, quoi. Si vous voulez en apprendre encore plus, tout est dans un livre que j'ai trouvé super, Animation Under the Swastika, de Rolf Gieson et J.P. Storm, qui retrace toute une partie de l'histoire de l'animation allemande des années 30 et 40 sous le nazisme. Alors, c'est tout en anglais, mais c'est vraiment très bien écrit, ça se lit assez rapidement. Je suis même pas payé pour vous raconter ça, j'ai pas laissé de lien affilié, juste achetez-le, quoi.
ou lisez-le, je sais pas. Et je vous recommande aussi assez chaudement de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, et aussi de jeter un œil à mon Tipeee si jamais vous avez la foi. C'est grâce à cet argent que j'ai effectivement pu acheter ce livre, et je vous avoue que je suis super reconnaissant. Pour l'heure, je vous dis à la prochaine fois pour un sujet qui sera sans doute Madoka. Bisous tout doux.